Bah, merci de l'invitation, hein. Et je ne remercierai jamais Annie assez parce que j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, je vais faire les présentations. Ah ben voilà, tu dois me présenter parce qu'on ne sait pas qui je suis. Donc voilà, Eliane Fuseau est docteure en pharmacie. Elle a fait des études sur l'enzymologie. Pas beaucoup, non, la pharmacologie. Moi, je suis une pharmacologue. Voilà. Et en fait, elle avait sa société qui s'occupait des statistiques des tests que l'on fait, des tests cliniques pour habiliter les médicaments qui sont diffusés sur le marché. Donc elle connaît à fond les médicaments à travers l'Europe d'ailleurs. Oui. En Angleterre, en Italie, donc elle a des connexions un peu partout dans l'industrie pharmaceutique et elle connaît très bien les médicaments et leurs effets secondaires. Et de plus, elle s'intéresse aussi à d'autres formes de solutions qui sont proposées et qui sont moins dangereuses, pour finir, que les médicaments, et particulièrement les antidiabétiques, qui provoquent des accidents graves qui peuvent être mortels. Et donc je crois que c'est de ça qu'elle va nous parler, et je lui cède la parole, et je vous remercie d'être aussi nombreux. Merci Annie. Donc j'ai fait un petit plan ici pour vous dire un peu de quoi je vais vous parler, parce que quand je me suis plongée là-dedans, c'est tellement foisonnant la quantité de médicaments antidiabétiques qui utilisent des mécanismes d'action tellement variés qu'il a fallu faire le tour de la question. Et je voulais vous expliquer un petit peu la pathophysiologie de la régulation de la glycémie, les traitements qui sont médicamenteux surtout, mais maintenant depuis disons 10 ans, les traitements chirurgicaux, les recommandations hygiéno-diététiques et les nouveaux régimes qui apportent une rémission. Et voilà, et on va essayer de conclure là-dessus. Donc je vais déjà donner une définition. Je suis désolée que vous ne puissiez pas lire grand-chose. En gros, le diabète, c'est une condition chronique qui affecte le métabolisme des sucres. Le sucre étant la source d'énergie de la cellule. Cette maladie est causée soit par une résistance à l'insuline. L'insuline permet au glucose de pénétrer dans la cellule. C'est elle qui pousse le glucose dans la cellule. Si on n'a pas suffisamment d'insuline ou si on résiste à l'insuline, il va y avoir une accumulation de glucose dans le sang puisqu'il ne va pas passer dans la cellule. Ça affecte surtout les adultes, mais il y a aussi beaucoup d'enfants. Et en particulier, maintenant que les enfants deviennent obèses, on observe des diabètes de type 2, donc liés au métabolisme général, chez les enfants aussi. Le diabète de type 1, qui correspond à une blessure, si on peut dire, du pancréas, la disparition des cellules qui sécrètent l'insuline dans le pancréas, ça représente à peu près 10% de la population totale des diabétiques. Et ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le seul traitement pour les diabètes de type 1, c'est de remplacer leur insuline par une insuline qu'on leur apporte. Mais les diabètes de type 2, c'est toute une autre affaire. Le sucre ne pénètre pas dans les cellules, il s'accumule dans le sang et il provoque une augmentation de la production d'insuline pendant un certain temps. Donc ça, ce sont les premiers signes du prédiabète et du diabète. Et quand le pancréas n'est plus capable de rien fabriquer comme insuline, on est dans une situation toxique et les cellules du pancréas étant épuisées, on se retrouve presque dans la situation des diabétiques de type 1. Il y a aussi le diabète gestationnel qui quand même représente à peu près 1/6 des naissances viables dans le monde. C'est énorme. Une naissance sur 6 s'accompagne d'un diabète de la mère. Quand la mère a un diabète parce qu'elle a un gros fœtus et que ce fœtus consomme aussi... non, la régulation de la sécrétion d'insuline est différente puisque le fœtus a besoin de glucose lui aussi. Donc il y a des dérèglements, des mécanismes de sécrétion d'insuline quand la femme est enceinte et que le fœtus commence à grossir. Et ça représente quand même beaucoup de gens. Et dans ces femmes qui font un diabète gestationnel, beaucoup seront diabétiques après, quand l'âge avance et qu'elles continuent de vivre, quoi. Donc celui-là, je ne vais pas trop en parler non plus, puisque comme le diabète de type 1, le seul traitement, c'est l'insuline de remplacement. Il y a quand même des symptômes d'alerte, hein, et ça, c'est quelque chose ce sont des symptômes qui sont mal connus, qui sont pourtant faciles à utiliser. C'est une augmentation de la soif systématique. Après chaque repas, les gens ont soif pendant très longtemps. Ça vous pousse à boire et à uriner davantage. Ça, c'est un des premiers symptômes. Il y a aussi quelquefois des augmentations de la faim. Quand les cellules sont privées de glucose,
parce qu'elles ne peuvent pas rentrer, parce qu'on n'a plus assez d'insuline, on va éprouver davantage de faim. Il y a des sujets qui perdent du poids, qui maigrissent. Des sujets qui ressentent de la fatigue, sans autres symptômes. Ça peut être aussi un diabète qui s'installe. Mais aussi une vision floue, la perte de cristallin, la perte d'eau dans le cristallin, il devient un petit peu fripé et on voit mal. Ça, c'est aussi un signe d'alerte. Pour n'importe lequel de ces signes-là, il faut consulter. Ou alors, je vous pique et vous faites un auto-diagnostic avec un petit truc très facile et vous savez déjà que vous êtes peut-être en prédiabète ou en diabète. Il y a aussi d'autres signes qui sont aussi très souvent observés. C'est une cicatrisation lente des blessures. Vous blessez un petit peu en jardinant, vous ne cicatrisez jamais. Ça, c'est pas normal. C'est pas seulement parce que vous êtes âgé que vous avez un moindre système immunitaire. C'est aussi peut-être que vos tissus sont déjà endommagés. Le dépistage du diabète. Alors là, je suis désolée, il n'y a pas grand-chose. Mon petit tableau ici est représenté des valeurs pour un sujet sain, pour un sujet en état de prédiabète et un diabète de type 2. La première ligne correspondait à la glycémie veineuse à jeun, c'est-à-dire on n'a pas mangé depuis au moins 6 heures, plutôt toute la nuit, mais sur un sujet sain, la glycémie va se situer autour de 1 g par litre, mais avec des limites assez strictes, entre 0,7 et 1,1 g par litre. Si à jeun on est à plus que 1,1, on est déjà en prédiabète. Donc il faut pouvoir répéter les mesures 2 ou 3 fois, parce que peut-être que votre sujet n'est pas tout à fait à jeun. Il a peut-être mangé des cacahuètes avant de venir, ou une barre de Mars, ou quelque chose, et il ne vous le dit pas. Il y a beaucoup de sujets qui mentent. Les sujets qui aiment manger, ils mentent sur la nourriture. Donc, ou ils mentent ou ils ne s'en souviennent pas, parce que c'est tellement habituel de manger. Donc ça, c'est un des signes principaux. Quand on a une glycémie à jeun qui est supérieure à 1,26, égale ou supérieure à 1,26, on est déjà en état de diabète de type 2, établi. Donc il y a déjà un tas de lésions qui sont apparues, qu'on n'a pas remarquées, mais qui sont déjà installées. Un autre outil diagnostique qu'on utilise beaucoup pour les femmes enceintes, c'est le test de tolérance au glucose, l'OGTT. On fait ingérer par voie orale une quantité de sucre assez importante. En l'occurrence, c'est 75 g de glucose, la recommandation de l'OMS, sauf pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, on y va d'abord à 50 g, et si elles réagissent d'une certaine manière, on fait 75 g. Et dans ces cas-là, la glycémie va monter. Donc ça, ce sont des exemples de sujets sains. En ordonnée, vous avez la glycémie. En abscisse, le temps après l'administration du glucose. Et là, vous avez des données. Chaque petit point représente une mesure chez un sujet. Donc c'est une petite étude qu'on avait fait avec 12 sujets. Vous voyez que la glycémie monte très vite. On a un pic de glycémie à 50 minutes à peu près, 60 minutes, 50 minutes, et ça redescend. Et autour de 2 heures, 3 heures, on est à peu près revenu aux valeurs normales. La ligne du milieu et la médiane, vous voyez qu'il y a quand même une grande variabilité entre les sujets. Et tout ça, ce sont des sujets sains. Ces sujets-là, c'est une courbe typique d'un diabétique. Ils démarrent un petit peu plus haut, il y a une glycémie de 1,2. Ils vont monter en médiane à plus que, là ils sont à plus que 2 grammes par litre en glycémie. Ça, ce sont des sujets qui sont dits diabétiques. Et juste pour la petite histoire, ce ne sont pas des vrais sujets diabétiques, ce sont les mêmes sujets qu'ici, ce sont des sujets sains à qui on a donné une dose de glucocorticoïde, de cortisone. La cortisone, même à dose unique, fait le même effet qu'un diabète établi. Vous prenez la cortisone pendant 6 mois pour un problème intestinal ou autre, vous risquez d'avoir bousillé votre pancréas. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont assez peu connues. Les médecins les connaissent, mais n'en parlent pas. Et après, on se débat avec ses symptômes soi-même, quoi. Quand on est malade, on a une autre mesure, un autre marqueur, qui est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine transporte le sucre. Et la mesure d'hémoglobine qu'on fait dans les globules rouges à un moment donné, elle représente à peu près 3 mois de vie des globules rouges, donc à peu près 3 mois d'équilibration de la glycémie. Donc au lieu d'avoir une mesure unique qui doit être à jeun, sans exercice physique important, si on mesure le pourcentage de liaison du sucre à l'hémoglobine, on aura une mesure moyenne sur les 3 mois qui précèdent. Quand on a une personne diabétique en traitement, on suit en général l'hémoglobine glyquée. C'est plus facile d'avoir une mesure précise que
de demander au sujet de venir à jeun. Beaucoup de gens diabétiques ont peur des hypos, des hyperglycémies, ils sont tout le temps en train de manger et de prendre des médicaments derrière. Donc c'est un petit peu ça. Là, j'avais un graphique, je vais passer rapidement parce que vous n'y voyez rien, qui représentait un petit peu les différents compartiments de l'organisme. Cette boîte-là représentait le cerveau, celle-ci le muscle. Là, on avait le reste des tissus qui n'étaient pas décrits ici. Ça, c'était le tube digestif, ce compartiment-là. Et ici, c'est le tissu adipeux. Et on voit que toutes ces flèches, au centre, le foie. Hein, le foie, c'est vraiment la plaque tournante des nutriments. Et entre tous ces tissus, c'est le sang circulant. Et on voit que le tube digestif fournit, absorbe et relâche dans le sang circulant un tas d'éléments, donc des acides aminés, des protéines, des ions, de l'eau, du glucose, des triglycérides, donc des matières grasses issues de l'alimentation. Tous ces nutriments sont distribués dans le sang un peu partout, mais en particulier dans le foie. Et dans le foie, ce glucose peut être transformé en acide gras, va être en grande partie transformé en glycogène, qui est un polymère, un peu, qui est un truc de stockage. Quoi d'autre? Oui, là, c'est à peu près tout pour l'instant. Et puis, la plupart des tissus, bon, un qui est un peu spécial, c'est le cerveau, qui lui va recevoir du glucose pour son activité cérébrale. Et ce glucose, bien sûr, va être transformé en CO2 et puis en eau et en énergie pour la fonction cérébrale. Donc un peu comme les autres tissus, mais le glucose ne sort pas du cerveau. Hein, ça fait que rentrer. Alors que certains organes, comme le muscle, où donc le muscle, il est là-bas, le muscle peut aussi accumuler du glucose sous forme de glycogène et le relarguer au moment où on est en manque de glucose pour réguler la glycémie quand on n'a pas mangé depuis longtemps. Donc c'est un bon moyen de faire de l'exercice, d'avoir des gros muscles, d'accumuler largement son glucose, débarrasser le sang de tout ce glucose circulant qui va vous rendre malade autrement, et puis quand on en a besoin, il est là pour ressortir. Donc moi par exemple, qui ai peu de muscles, parce que les muscles les plus importants c'est les cuisses et les fesses, hein, c'est les plus gros muscles de l'organisme, hein, j'ai pas du tout le même métabolisme. À 900 calories par jour, je suis loin d'avoir faim, j'ai jamais faim. À 800 calories, c'est pareil. À 1000, je prends du poids. Donc voilà, c'est assez dépendant des personnes, suivant l'activité physique, suivant ce qu'on va faire de cette source d'énergie. Donc il y a principalement donc, deux sources de glucose, on l'a vu, la nourriture, donc ce qui passe par l'intestin après dans le foie, donc c'est exogène, et puis la production endogène à partir du foie et des muscles. On a deux outils principaux de régulation de la glycémie qui sont l'insuline et le glucagon, et ces deux hormones sont sécrétées par le pancréas. L'insuline, elle est sécrétée par les cellules bêta du pancréas, elle passe directement dans le sang. Comme je l'ai dit, elle permet au sucre de pénétrer dans les cellules, donc ça diminue le taux de sucre circulant. Le glucagon, au contraire, bien qu'il soit aussi sécrété par le pancréas, par les cellules bêta-alpha du pancréas, il libère le sucre stocké dans le foie quand il y en a besoin. Donc le glucagon fait monter la glycémie, l'insuline la fait descendre, quand on se réfère uniquement au sucre circulant dans le sang. Là, c'était un petit dessin qui représentait la même chose. On voit l'intestin, le foie, le gras, le muscle et le pancréas ici. Donc le pancréas sécrète de l'insuline qui fait baisser la production hépatique de glucose, qui augmente la capture du glucose par le tissu adipeux, qui va diminuer la lipolyse, parce que les lipides, le gras, peut aussi se transformer en sucre. Les muscles qui sont là, ils peuvent aussi se transformer en sucre. Les protéines peuvent aussi se transformer en sucre. Donc on a à peu près tous les organes qui sont constitutifs de notre organisme, qui sont capables de fabriquer du sucre, sauf le cerveau, et d'en utiliser. Donc si on touche à la régulation de la glycémie par des médicaments, on s'expose à modifier beaucoup d'autres choses que la glycémie sanguine. Donc c'est le principal problème médicamenteux. Bon, l'insuline, elle a bien sûr d'autres rôles que la régulation du glucose. Elle, oh là là, on n'y voit rien, bon. Elle agit beaucoup sur le métabolisme des protéines. Elle affecte aussi quelque chose qui est la compétition entre les substrats. Les substrats, c'est ce qu'on utilise pour une réaction chimique.
en l'occurrence pour nous, notre organisme, comme source d'énergie. On peut utiliser aussi bien des acides aminés comme source d'énergie, le glucose, les acides gras libres. Et l'insuline va orienter un peu la compétition entre ces substrats. L'absence d'insuline ou l'insuffisance, il y a des effets cardiovasculaires très importants. On observe l'hypertension, l'angor, donc l'angine de poitrine, et surtout un rétrécissement des microvaisseaux. Donc on a des effets secondaires qui sont liés à ça, effets secondaires du diabète, là pour l'instant. Hein. Ça affecte aussi l'ovulation, la baisse de sensibilité à l'insuline. Donc les traitements antidiabétiques chez une femme qui n'est pas encore ménopausée, ça va aussi faire des cataclysmes au point de vue ovulation. Et il y a des femmes qui se retrouvent enceintes sans du tout le vouloir, juste à cause des médicaments antidiabétiques. Ça touche beaucoup de choses. Bon, ça je vais passer parce que vous n'y voyez rien, mais en gros, c'était une représentation qui utilisait les mêmes organes que le premier graphique, mais qui montrait l'interface entre le métabolisme des lipides et celui des glucides. Parce que c'est quasiment identique. Ça se superpose. Dans ce métabolisme, il y a une série de récepteurs qu'on appelle les récepteurs PPAR, les PPAR alpha et gamma, qui sont des récepteurs qui sont des régulateurs clés du métabolisme des lipides intra- et extracellulaires. Les alpha vont affecter le métabolisme des lipides, les gamma, celui des acides gras libres et des glucides. Donc ça c'est pareil, il y a toute une classe de médicaments qui fonctionnent très bien pour le diabète de type 2 basé sur ce principe-là, l'échange entre les lipides et les glucides, mais ça vous fait enfler ou ça vous tue carrément. Donc il y a beaucoup, moi j'ai travaillé sur au moins 3 médicaments de cette classe qui n'ont jamais été mis sur le marché. Un qui l'a été mis mais qui a été retiré du marché, ça tue. Et beaucoup des médicaments de glucides font ça. Une autre voie de régulation qu'on connaît depuis moins longtemps, maintenant je dirais dans les 10 années passées, c'est l'intestin. L'intestin lui-même fournit des signaux qui sont soit neuronaux, l'intestin est connecté par le pneumogastrique en fait au cerveau, donc on voit des signaux au cerveau, voilà j'ai reçu à manger, il faut que tu fasses quelque chose. Le cerveau dit, il faut prévenir le pancréas qui lâche un peu d'insuline parce que le sucre va arriver bientôt. Voilà, ça c'est un signal neuronal. Il y a bien sûr les signaux des micronutriments. Quand le glucose passe dans le sang, le pancréas reçoit cette information en disant bon, la concentration de glucose augmente, il faut aussi sécréter de l'insuline. Et il y a des signaux endocriniens, c'est-à-dire des hormones, qui sont relâchées dans le sang, dans toute une classe qui s'appelle les hormones incrétines, qui est le glucagon-like peptide, le GLP-1. C'est quelque chose qui ressemble au glucagon. Il a la même forme, il se fixe au même récepteur et du coup il empêche la fonction du glucagon. Donc quand on ingère un GLP-1 analogue, il bloque l'action du glucagon. Comme on sait que le glucagon il augmente la glycémie, ben on se dit qu'il y aura moins de glucose qui traîne dans le sang, donc on va baisser la glycémie du sujet. Donc ça c'est une manière thérapeutique aussi de faire baisser la glycémie. Mais le GLP-1, il ne fonctionne pas tout seul. Chaque hormone interne fonctionne avec son opposé. Le GLP-1 est un petit peptide. Il est détruit très rapidement par une protéase, un enzyme qui coupe les protéines et qui va l'écrabouiller, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, elle est là, la DPP4. Voilà, c'est celle-ci.